J'ai passé l'après-midi du 1er mai dernier à mon bureau. Le directeur de cabinet m'a tenu informé du déroulement des manifestations et des opérations de maintien de l'ordre. Je rappelle que ces manifestations sont révélées d'une ampleur exceptionnelle au regard des violences commises, des commerces saccagés, des dégradations constatées et des interpellations auxquelles les forces de l'ordre ont procédé. Je saisis cette occasion pour saluer l'engagement sans faille des forces de l'ordre et le professionnalisme dont elles ont fait preuve au cours de ces événements. La question des événements de la place de la Contrescarpe n'a à aucun moment été mentionnée. J'ai été informé le lendemain, le 2 mai dans la matinée, par le conseiller en charge notamment des réseaux sociaux et le directeur de cabinet, de la publication sur les réseaux sociaux d'une vidéo dans laquelle un individu qui s'apparentait à M. Benalla se livrait à des actes inappropriés et choquants dans le cadre des opérations de maintien de l'ordre sur la place de la Contrescarpe. À ce moment, le directeur de cabinet m'indique qu'il a d'ores et déjà convoqué l'intéressé, qui a reconnu sa présence sur les lieux et sa participation à des interpellations. Je m'assure que le directeur de cabinet a bien vérifié auprès de la préfecture de police et du cabinet du ministre de l'Intérieur de la réalité des faits retracés dans la vidéo et qu'évidemment, ils sont bien informés. Nous refaisons le point en fin de journée. Constatant que les faits sont bien avérés, le directeur de cabinet m'informe de son intention d'appliquer une sanction disciplinaire sans délai, ce qui me semble totalement approprié. Nous nous reparlons le lendemain et le directeur de cabinet m'informe de la sanction qu'il entend notifier à l'agent et dont il vous a parlé hier, la suspension de 15 jours avec retenue de salaire, la modification des responsabilités confiées à l'intéressé, la notification portée au dossier, l'indication que tout nouveau comportement fautif entraînerait un licenciement qui ait lieu par la suite. Compte tenu des éléments portés à notre connaissance à ce moment-là, la sanction apparaît proportionnée. Au bout du compte, la sanction a été décidée dès le jour de la découverte des faits et notifiée à l'intéressé dès le lendemain. J'ajoute un point. Compte tenu de l'audition du directeur de cabinet, Patrick Stroda, hier devant vous, et devant les députés de celle du commandant militaire du palais de l'Élysée, le général Biofarina, et du chef du JSPR, le colonel Lavergne, j'espère que vous avez été rassurés sur le fait qu'il n'existe pas à l'Élysée de police parallèle, que nous n'employons pas de vigile privé pour protéger le chef de l'État et que M. Benalla n'a jamais été en charge de la protection du président de la République. Avant toute chose, je tiens à redire que j'étais personnellement choqué par ces images et je ne doute pas que chacune et chacun ici l'ont été tout autant. Je condamne une nouvelle fois les actes auxquels se sont livrés messieurs Alexandre Benalla et Vincent Crase le 1er mai dernier. Ils sont contraires aux valeurs portées par notre République et par le mouvement politique que je préside. Mon objectif, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, est clair, vous apporter tous les éléments dont j'ai eu et j'ai connaissance en lien avec cette journée du 1er mai. Tout d'abord, si je m'exprime devant vous aujourd'hui, c'est en ma qualité de délégué général de La République En Marche, fonction que j'assume depuis mon élection le 18 novembre 2017, compte tenu du fait, vous l'avez rappelé, Monsieur le Président, qu'un salarié de La République En Marche est impliqué. En tant que délégué général, je suis le représentant légal, toujours depuis le 18 novembre 2007, de l'association La République En Marche, mais également l'employeur de tous les salariés du mouvement. C'est dans ce cadre que je souhaite vous faire part des faits tels que je les ai vécus. Le 2 mai, une vidéo tournée la veille a été très largement diffusée sur les réseaux sociaux où elle a été vue plus de 100 000 fois. Plusieurs salariés de La République En Marche l'ont vue et ont été stupéfaits d'y reconnaître un de leurs collègues, en l'occurrence Vincent Crase, qu'ils connaissent bien, puisqu'il est l'un des agents en charge de l'accueil et de la sécurité du siège de La République En Marche. Ils y ont également reconnu, pour certains d'entre eux, Alexandre Benalla, que certains avaient pu croiser durant la campagne présidentielle. J'ai été informé ce même jour, le 2 mai, aux alentours de 18 h. Alerté, j'ai alors visionné sur mon téléphone cette vidéo.
Présent dans les locaux de La République En Marche à cette heure-là, j'y arrivais, j'ai souhaité voir Vincent Kras vers 18h15, en présence de mon directeur de cabinet François Boulevac et du responsable sécurité et sûreté, le supérieur hiérarchique de Vincent Kras, Pierre-Yves Baratier, immédiatement pour lui demander des explications sur ce que cette vidéo révélait. Pour information, Vincent Kras occupe depuis le 1er juillet 2017 un poste de responsable adjoint sûreté et sécurité au sein des effectifs de La République En Marche en tant que non-cadre et sous l'autorité d'un chef de sécurité dans un service de 8 personnes qui a notamment la charge de l'accueil et de la surveillance des locaux de l'association. Je tiens à votre disposition, Monsieur le Président, Madame, Monsieur le co-rapporteur, l'organigramme de ce service. Lors de cet entretien, Vincent Kras a indiqué avoir agi en tant que gendarme réserviste le 1er mai à la demande expresse d'Alexandre Benalla, avec qui il a indiqué être en contact dans le cadre d'opérations réalisées, elles aussi en tant que gendarme réserviste. Vincent Kras m'a alors informé qu'il était chef d'escadron, gendarme de réserve depuis 1996, rattaché à l'Élysée dans un cadre extra-professionnel. Il a ensuite confirmé que les faits étaient intervenus en dehors de son temps de travail à La République En Marche, en dehors de toute information de sa hiérarchie et qu'il n'en avait pas rendu compte. C'est d'ailleurs dans ce cadre, je cite, ouvrez les guillemets, gendarme réserviste par ailleurs employé de La République En Marche, qu'il est identifié par M. Bruno Roger Petit, porte-parole de la présidence de la République. Pour information, cet entretien n'a duré que quelques minutes puisque je présidais un bureau exécutif à 18h30. Devant effectuer le lendemain un déplacement de 3 jours dans l'Eure-et-Loire, du 3 au 5 mai, j'ai demandé à mon directeur de cabinet, François Boulevac, et au supérieur hiérarchique direct de Vincent Kras, Pierre-Yves Baratier, de le recevoir le 3 mai, le lendemain, pour définir les suites à donner. Ainsi, bien que ces faits se soient déroulés hors de son cadre de travail à La République En Marche, j'ai souhaité le sanctionner parce que je considère grave ce qui s'est passé. J'ai en effet indiqué à Vincent Kras que, d'une part, son comportement lors du 1er mai a été en total décalage avec l'attitude attendue des salariés de La République En Marche, et notamment ceux chargés de l'accueil et de la sécurité du mouvement, y compris en dehors de leur temps de travail, et d'autre part, qu'une telle attitude portait atteinte à l'image du mouvement qu'il emploie. Dans la mesure où les faits se sont déroulés alors que Vincent Kras m'avait indiqué qu'il intervenait en tant que réserviste à la demande de M. Benalla, j'ai souhaité prendre la tâche du directeur de cabinet de la présidence de la République pour connaître les suites à donner et que la sanction infligée à M. Kras soit liée à celle retenue à l'encontre de M. Benalla. Un échange a eu lieu entre mon directeur de cabinet et le directeur de cabinet de la présidence de la République à ce sujet. Et c'est sur la base de cet échange que j'ai donc notifié le 3 mai, par courrier, à Vincent Kras, la sanction de suspension de 15 jours du 4 au 18 mai inclus. Depuis l'ouverture de l'enquête judiciaire, j'ai adressé vendredi 20 juillet à Vincent Kras un courrier lui indiquant que La République En Marche lançait une procédure de licenciement à son encontre, fondée sur le trouble objectif au fonctionnement de l'association et l'atteinte portée à son image. Aujourd'hui, sur la base du rapport établi par l'Inspection générale de la police nationale, j'ai pu constater qu'outre la faute, M. Kras a ajouté le mensonge puisqu'il n'était pas ni présent ce jour en tant que gendarme réserviste, ni ne bénéficiait d'aucune autorisation pour être présent. Monsieur le ministre d'État, nous avons découvert l'affaire Benalla grâce à la vidéoprotection, les images de la vidéoprotection de Paris et d'une vidéo amateur. On nous a parlé dans les auditions précédentes de l'existence de photos et de vidéos de CRS, ce qui pourrait s'expliquer puisqu'ils étaient dans une position délicate, place de la Contrescarpe. Nous avons d'abord découvert M. Alexandre Benalla, nous avons ensuite découvert le commando Benalla avec M. Vincent Kras. On nous parle maintenant d'un accompagnant, M. Mizerski, encadrant non officiel. Est-ce que ces photos et ces vidéos vont-elles nous faire découvrir d'autres protagonistes sur les lieux? Est-ce que vous avez connaissance de ces photos et que nous font-elles visionner? Et pour finir, je vous demanderai s'il existe une milice privée au sein de l'Élysée, hors GSPR. Merci, chers collègues, et aussi de votre concision, Monsieur le ministre d'État. Merci. Pour ce qui concerne Monsieur Mizerski, un de ses supérieurs hiérarchiques lui demande d'accompagner M. Benalla, qu'il croyait accrédité, je pense, mais l'enquête, là encore, le montrera, pour participer à une opération de maintien de l'ordre comme observateur. Beaucoup de députés, de journalistes participent à des opérations comme observateurs. Elles sont
strictement encadrées. Le préfet de police l'a rappelé hier. Il souhaitait que ce soit, il l'a rappelé à ses cadres, son autorisation personnelle qui soit donnée parce que cela engage effectivement sa responsabilité. Merci beaucoup, Monsieur le ministre d'État. Madame Jacqui de Remédy. Alors, est-ce qu'il va sortir d'autre chose compte tenu de ce qui se passe? Moi, j'en découvre chaque jour sur les personnalités. Je lis les journaux comme vous, et il y a toute une partie de l'histoire de M. Benalla que, franchement, je découvre de plus en plus. Je redis que c'est le 2 mai, dans la matinée, autour de 10h, 10h15, que j'ai été alerté par un appel téléphonique venant du Palais de l'Élysée sur ce que mon interlocuteur me désigne affaire Benalla. Et selon la formule, je suis très étonné, je ne comprends pas, je lui demande de quoi il s'agit. Il m'explique les choses, l'existence de cette vidéo. J'ai joint assez vite le cabinet du ministre de l'Intérieur qui m'a indiqué être déjà informé, être en liaison avec l'Élysée. J'ai demandé évidemment à mes collaborateurs de trouver très vite cette vidéo. Nous l'avons regardée ensemble sur un grand écran dans le bureau de mon directeur de cabinet. Je dis un grand écran parce que sur un téléphone portable c'était petit, et puis sur le grand écran peut-être pourrions-nous reconnaître Monsieur Benalla, ce qui n'était pas du tout évident. Et ça se passe donc le 2 mai au matin. J'ai eu contact aussi, après avoir prévenu le cabinet du ministre, de nouveau avec le Palais de l'Élysée pour expliquer les choses telles que je les avais vues à l'écran. Et il était clair pour moi que le dossier était pris en compte par ce que j'appelle l'autorité hiérarchique. M. Benalla était sous la responsabilité de l'autorité hiérarchique du directeur de cabinet de la présidence et non pas de moi-même. Mes réactions en interne, pour faire vite, je demande immédiatement à la direction de l'ordre public et de la circulation pourquoi et comment il était là, sachant que j'avais été très étonné la veille au soir de croiser M. Benalla dans la salle de commandement où j'avais accueilli le ministre. Mais c'est en faisant le tour, vous êtes là, étonné, je étais sur le terrain, voilà la réponse que j'ai eue, et très vite, immédiatement, le directeur de l'ordre public et de la circulation m'a dit « Je n'étais pas informé du fait que M. Benalla était ce jour-là dans nos rangs ». Il mène son enquête interne, qui fait apparaître le niveau d'organisation de la venue de M. Benalla. Autorisation, réponse à sollicitation, je ne sais pas. Les enquêtes en cours au plan judiciaire le diront peut-être. C'est pourquoi je dis le niveau d'organisation et d'accueil au niveau d'un contrôleur général, chef d'état-major adjoint, qui s'appelle M. Simonin. Donc il y a eu, du côté de l'Élysée, M. Patrick Stroda, mon collègue ami Patrick Stroda l'a dit, l'autorisation donnée par le cabinet du président de la République à M. Benalla de venir le 1er mai sur le territoire de la préfecture de police. À la préfecture de police, il y a eu au niveau d'un contrôleur général l'organisation de sa venue. Le directeur adjoint de l'ordre public, le directeur de l'ordre public n'était pas informé, le préfet de police encore moins. Voilà exactement comment les choses se sont passées pour la connaissance de ce déplacement. J'ai dans le menu précisé l'enchaînement de ces informations successives. Je dois répéter que M. Benalla n'était pas chargé d'assurer personnellement la sécurité rapprochée du président de la République. Qu'effectivement il soit à proximité du président de la République, il faut placer cette présence dans sa mission de coordination de plusieurs services. Lorsque le président de la République dit « je vais changer mon programme, je vais aller saluer les personnes qui sont là-bas sur la place, plutôt que d'aller dans l'équipement public que je dois inaugurer, j'irai un peu plus tard ». Eh bien, il le dit à qui? Il le disait à M. Benalla, pour que celui-ci répercute ce changement de programme au cortège, s'il faut déplacer le cortège, au dispositif de sécurité qu'il faut redéployer. Voilà. Donc, c'est vrai qu'il y a des photographies qui montrent que, comme vous dites, ils sont à 20 cm l'un de l'autre, mais on ne voit que ces photographies. Mais lorsque M. Benalla devait courir à l'autre bout d'une place pour s'assurer que le président de la République pouvait venir serrer des mains en toute sécurité, là, on ne voit pas les photos.
Monsieur le directeur, oui, nous entendons vos explications. Ah oui. Elles sont pour nous un peu contre-intuitives parce qu'effectivement, nous voyons ce collaborateur dans de nombreuses circonstances, dans une attitude, une posture qui évoque quand même très fortement celle d'un garde du corps. Et nous avons cru comprendre que c'est bien la fonction qu'il avait occupée pendant la campagne présidentielle. Et nous pouvons faire l'hypothèse, peut-être fausse, que le lien de confiance qui s'est établi à cette occasion n'a pas été rompu après l'élection du président de la République, que celui-ci s'en est largement remis pour sa protection rapprochée à un jeune collaborateur dont il avait éprouvé les talents. C'est ça l'hypothèse, oui, que vous ne démentez pas complètement, mais vous essayez de resituer l'action de ce collaborateur dans un cadre plus formel, plus organisé. Mais est-ce que la réalité, on nous a beaucoup parlé des réalités de la vie, n'est pas plutôt celle que je décris? Monsieur le Président, je ne peux pas contester qu'il y a de nombreuses photographies qui montrent cette proximité. Mais je prends le pari devant vous qu'il existe autant de photographies, mais qui, elles, ne sont pas publiées, qui montrent que le chef de cabinet est dans cette position, que l'adjoint au chef de cabinet est dans cette position. Seulement, évidemment, ils ont la chance de ne pas être concernés par ce type d'affaires. Le chef de cabinet porte-t-il une arme? A-t-il des oreillettes pour s'exprimer? Oui, oui, il y a un système de communication, une boucle, mais qui n'est pas une boucle de sécurité. Il n'assure pas la sécurité rapprochée, comment dire, il n'est pas garde du corps du président de la République. Monsieur Benalla ne portait jamais d'armes lorsqu'il était dans un déplacement public du président de la République. Monsieur Benalla a été recruté en qualité d'agent contractuel, c'est un contrat de droit public. Et donc, pour la sanction, nous avons effectivement fait application du décret de 1986, qui prévoit l'échelle des sanctions. Vous l'avez rappelé, Madame la sénatrice, l'avertissement, l'exclusion temporaire et le licenciement. Voilà. Donc, la sanction de suspension de 15 jours, en fait, c'est une exclusion temporaire qui a été prononcée. Le conseil de discipline n'a pas été saisi parce que nous n'avons pas de conseil de discipline dans les services de l'Élysée. Et je l'ai indiqué, ce qui a primé dans notre décision, c'était la rapidité, prendre une sanction immédiate, adaptée et proportionnée, ce qui a été fait. La première question, c'était... Est-ce que l'agent comptable peut... Ah oui. Un document tout à fait. attestant de cette suspension. Oui, excusez-moi, je vais... Monsieur Benalla a touché, pour le mois de mai, son salaire intégral. En revanche, les 15 jours de suspension se feront l'objet d'une retenue sur les droits à congé qu'il avait en reliquat au titre de l'année 2017. Il a de très nombreux jours de congé auxquels il a droit au titre de l'année 2017 et dans son solde avant licenciement, ces congés ne seront pas payés. Mes chers collègues, la réponse de Monsieur le directeur a le mérite de la franchise. Je crois qu'il faut le lui reconnaître. Selon les éléments en ma possession, il semblerait manifestement qu'au sein du GSPR, j'insiste bien sur le semblerait avec le conditionnel qui s'impose, qu'effectivement au sein du GSPR, nous avions un groupe de personnel hors police et hors gendarmerie, hors du champ de la mission régalienne de sécurité qui doit être celle du GSPR et de la protection du président de la République et de son épouse, qui en l'occurrence étaient des civils, des privés. Et c'est bien pour ça que j'ai employé depuis le début, depuis jeudi dernier, j'emploie le terme de barbouze, parce que ces gens-là n'ont aucune habilitation. Ce ne sont ni plus ni moins que, sans que ce soit péjoratif, parce que j'ai beaucoup de respect pour les métiers de la sécurité privée, mais ce sont des vigiles qui étaient employés aujourd'hui manifestement par M. Benalla dans le cadre de la protection de la présidence de la République. Oui, effectivement. Monsieur le secrétaire général, cette information que vous nous donnez est extrêmement importante. Est-ce que vous êtes en mesure de la sourcer ?
Je vais la sourcer. Moi, j'ai les renseignements que j'ai, c'est bien évidemment à travers nos réseaux de délégués au sein du service de protection des hautes personnalités du SPHP, et bien évidemment par effet, je dirais, sur le GSPR. Les éléments que j'ai eus m'ont été rapportés effectivement par mes représentants locaux qui m'ont dit, effectivement, qui m'ont affirmé qu'il y avait des groupes de privés qui travaillaient, en l'occurrence, avec M. Benalla et qui provoquaient justement des tensions avérées entre les fonctionnaires de police et M. Benalla et ses comparses, qui en l'occurrence, et ça serait d'ailleurs un des motifs de la réorganisation des GSPR dans la perspective de la protection du fort de Brégançon pendant les vacances du président. Il y a des noms. Monsieur le secrétaire général, est-ce que vos correspondants vous ont indiqué le nombre de vigiles? Non, je n'ai pas le nombre précis, Monsieur le Président, mais on peut s'en enquérir et je ne manquerai pas de porter à votre connaissance, si vous me le permettez, de tels renseignements. Je ne vous le permets pas, je vous le demande. Bien reçu, Monsieur le Président. Monsieur Chaumette, vous vouliez apporter des précisions. Je voulais simplement apporter une précision, mais qui doit être évidente à mon sens pour tout le monde, c'est que compte tenu de la sensibilité de cette affaire et de l'endroit où était affecté, entre guillemets, Monsieur Benalla, c'est-à-dire ni plus ni moins dans la proximité du Président de la République, il arborait systématiquement sa carte à n'importe quel fonctionnaire qui est rencontré du cabinet donc de l'Élysée. Il est bien évident que faire parler nos collègues, et je réponds directement à la question précédemment, que ce soit les gradés et gardiens de la paix, mais aussi la moyenne hiérarchie, les officiers et les commissaires, personne n'allait se répandre sur des travers qui auraient pu être effectués et semble-t-il, puisque le secrétaire général vient d'annoncer qu'effectivement les langues se délient, on apprend qu'il y a eu plusieurs coups qui n'étaient pas de même niveau, certes, mais qui à la fois faisaient état d'altercation avec les forces de police et de gendarmerie sur certains maintiens de l'ordre, où ils souhaitaient prendre la tête du dispositif ou détourner l'action de la police nationale sur certaines interventions. Et qui plus est, pour ceux qui éventuellement pouvaient trouver ça totalement anormal et éventuellement le faire savoir, eh bien il y avait effectivement cette carte qu'il présentait, qu'il arborait, et que là pour le coup c'était plus difficile à faire savoir au égard au déroulement de carrière que vous pouvez bien comprendre. Monsieur Benalla était à la chefferie de cabinet. Il officie dans toutes ses missions sous l'autorité du chef de cabinet, Monsieur François-Xavier Loche. Monsieur Alexandre Benalla était chargé de mission adjoint au chef de cabinet. Je précise que dans la chefferie de cabinet, il y a le chef de cabinet, il y a le chef adjoint de cabinet, qui sont nommés au journal officiel, et il y a 2 chargés de mission, adjoints au chef de cabinet, dont faisait partie M. Benalla. Ces missions, je vais les séquencer de manière temporelle. Et ça va vous donner des éclairages sur quelles étaient ces missions et ses relations avec le GSPR. Jusqu'au 1er mai 2018, ces missions étaient triples. La plus importante mission, c'était la participation à l'organisation des déplacements officiels du président de la République, sous l'autorité du chef de cabinet. À ce titre, il assurait la coordination des services qui concourent à l'organisation du déplacement, conformément aux programmes qui sont arrêtés par le chef de cabinet. Quand on parle de coordination des services, dans ces services-là, il y a le GSPR. Mais il n'y a pas seulement le GSPR. Il y a tous les services qui concourent à la sécurité et les autres services qui concourent au déplacement. Parmi ceux qui concourent à la sécurité, vous avez les services locaux, bien évidemment, compétents. Ça va être la préfecture de police sur l'agglomération parisienne, ça va être les services de police ou de gendarmerie en département, en province. Et les autres services du palais, c'est par exemple le service de l'intendance, le service de l'audiovisuel, le service presse. En fait, la chefferie de cabinet, c'est le chef d'orchestre des déplacements du président de la République. Monsieur Benalla officiait toujours sous l'autorité du chef de cabinet. Ça veut dire que, par exemple, avec les autres services, faisant en sorte effectivement que le podium pour le président soit bien installé en liaison avec l'audiovisuel, que le pupitre soit bien là, que les élus soient bien à l'accueil, etc., que la presse soit bien là quand il fallait que la presse soit là. Voilà, l'ensemble de ce que vous avez connu, que vous connaissez dans les départements dans lesquels vous êtes. À ce titre, étant le chef d'orchestre, il n'avait aucune autorité directe
sur les services de sécurité. Je connais M. Benalla pour l'avoir croisé depuis ma prise de fonction le 28 août dernier lors de déplacements ou de cérémonies auxquelles participait le président de la République et auxquelles j'étais convié. Je l'identifiais clairement comme un collaborateur du chef de cabinet de la présidence de la République, dont l'une des missions centrales habituelles d'un cabinet est d'organiser ces déplacements ou ces cérémonies officielles. Il était donc tout à fait naturel qu'il soit présent dans ces circonstances, une dizaine de fois pour ce qui me concerne, la dernière dans la tribune officielle du 14 juillet, au cours desquelles je n'ai jamais remarqué de sa part une attitude déplacée ou qui me soit apparue intrusive. Je n'ai jamais eu à échanger avec lui d'autres propos que de courtoises salutations. Je n'ai pas le souvenir d'avoir participé à des réunions de travail en sa présence. Il faut dire que mes contacts avec la présidence de la République sont rares, ces relations étant normalement réservées au cabinet du ministre qui, au besoin, me sollicite lorsque des commandes techniques sont exprimées par la présidence. En ce qui concerne plus particulièrement les événements de la place de la Contrescarpe du 1er mai, il m'apparaît important de vous décrire rapidement l'organisation des opérations de maintien de l'ordre en France. Sur l'ensemble du territoire national, à Paris comme ailleurs, le préfet territorialement compétent a la pleine responsabilité de la gestion de l'ordre public. C'est sous son autorité que sont organisés les dispositifs opérationnels qui seront mis en œuvre sur le terrain par les forces de police ou de gendarmerie parfois combinées. Mon rôle de directeur général de la police nationale, consiste donc à fournir au préfet, préfet de police compris, les forces mobiles nécessaires au service d'ordre qu'il prévoit, selon les renseignements dont je dispose sur le contexte de l'événement à gérer, et en fonction des forces disponibles, qu'elles appartiennent à la police, les CRS, ou à la gendarmerie nationale, les escadrons de gendarmerie mobile. Pour le 1er mai, ce sont 15 forces mobiles de la réserve nationale, 10 CRS et 5 escadrons de gendarmerie mobile que j'ai mis à disposition du préfet de police, s'ajoutant aux 8 CRS qui constituent l'enveloppe parisienne permanente dont il dispose, soit un total de 23 unités, s'ajoutant elles-mêmes aux forces territoriales de la préfecture. Je vous pose une première question. N'y voyez pas de piège, même si elle a évidemment une dimension politique importante pour nous, mais je crois légitime. Les faits remontent au 1er mai. Le ministre de l'Intérieur, le préfet de police, le directeur de cabinet du ministre de l'Intérieur, le directeur du cabinet du président de la République sont tous au courant des faits le 2 mai. Vous n'êtes saisi que récemment, après que l'affaire Benalla soit devenue publique. Cette saisine est manifestement légitime compte tenu de toutes les questions que vous avez à examiner. Est-il normal d'un point de vue de bon fonctionnement de l'administration qu'il ait fallu attendre que cette affaire reçoive toute la publicité qu'elle a reçue pour que l'inspection générale de la police nationale ait à se pencher sur elle? En tant que chef d'une inspection générale, je ne peux me raccrocher qu'au texte. Et l'article 40 du Code de procédure pénale est clair. Toute personne ayant connu un délit, voilà, puisque vous le connaissez par cœur, je ne vais pas vous faire l'injure de le redire, d'autant que je ne l'ai pas sous les yeux et je risquerais d'être imprécise, pouvait saisir l'inspection générale ou faire une déclaration au procureur de la République. Ce que l'on fait régulièrement. Je vous remercie. Madame le rapporteur. Merci, Monsieur le Président. Madame la directrice, une question un peu similaire mais formulée quelque peu différemment. Vous recevez donc cette vidéo, vos services reçoivent cette vidéo début mai en ignorant l'auteur des faits. Ils estiment que s'il s'agit de policiers, il n'est pas de motif pour poursuivre plus avant. Recevant cette vidéo et connaissant l'auteur des faits, c'est-à-dire le fait que ce soit un observateur, quelle aurait été la marche à suivre pour vos services?
Madame la directrice. Si nous avions su que les deux personnes en cause n'étaient pas fonctionnaires de police, nous aurions démarré une enquête judiciaire, après avoir rendu compte, bien sûr, au parquet. Et nous aurions doublé cette enquête judiciaire par une enquête administrative, mais enquête administrative qui ne pouvait pour le coup impacter que les fonctionnaires de police, puisque l'inspection générale n'est compétente que pour les fonctionnaires de police.